Bonjour Chantal. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui, on va continuer notre tour de la roue des personnalités et on va s'intéresser aujourd'hui à l'axe horizontal de cette roue qui est l'axe dépression-hyperactivité. Oui, c'est un axe qui s'intitule de l'humeur et de l'activité. Et on aura donc des polarités. Vous savez que j'aime bien fonctionner dans ces polarités, qui fonctionnent, je le répète, en élastique. C'est-à-dire on peut très bien partir un petit peu plus d'un côté et puis céder dans sa personnalité et dans son comportement en partant un peu plus de l'autre polarité, de l'autre côté. Et il y aura d'un côté l'activité et bien sûr l'hyperactivité, s'il y en a trop. Et de l'autre côté, la passivité et la dépression, s'il y en a trop également. Et donc l'exploration de ces deux polarités est très intéressante. Et comme je vous l'avais déjà souligné dans la roue des personnalités précédemment, tout dépend de la graduation sur chacun des axes. On peut être un petit peu actif, mais il y a une différence entre actif et hyperactif. Il y a une différence entre être un peu déprimé et d'être dans la dépression plus profonde. Et c'est ça qui est intéressant à vérifier, d'être dans le normal ou d'être dans le pathologique. Il est évident que moi, j'ai comme objectif dans ces vidéos de vous parler essentiellement de la norme. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur une dépression grave parce que je n'ai pas l'intention de parler de psychiatrie non plus. Alors tout à droite de cet axe, Chantal, on a l'hyperactivité. En quelques mots, l'hyperactivité, Alors qu'est-ce en que c'est ? quelques mots, l'hyperactivité, je parlais déjà des hormones, c'est l'adrénaline et la dopamine. Donc on connaît ces termes-là, on est dopé. Ce sont des gens qui ont beaucoup de dopamine, qui ont beaucoup de peps. Par exemple, c'est quelqu'un qui court tout le temps. C'est quelqu'un qui est dans l'activité en général, qui démontre beaucoup d'énergie, qui fait des changements rapides et qui est beaucoup dans l'extériorisation. Et de l'autre côté, vous avez la dépression. L'hormone de la dépression, c'est la sérotonine, qui donne un peu cette attente, cette passivité à la personne dépressive, qui, elle, est davantage tournée vers le passé, qui a une humeur triste, qui peut être pessimiste, qui peut s'intérioriser. Et donc c'est également intéressant de voir comment on fonctionne et si l'on a éventuellement dans sa personnalité un petit peu de ces aspects-là. Bien sûr. Moi, je ne fonctionne jamais en étiquette avec les gens. C'est-à-dire que je ne vais jamais dire « Ah tiens, je vais accueillir le dépressif de l'après-midi ou je vais accueillir l'hyperactif de la matinée ». Ça n'est pas bien, mais c'est intéressant de se dire cette personne-là a des traits hyperactifs ou des traits dépressifs. Alors justement, on va parler de tout ça un petit peu plus en détail. On va commencer peut-être par la personnalité hyperactive et ses différentes composantes. La personnalité hyperactive est donc toujours pressée, elle est toujours dans l'urgence, elle bouscule un petit peu les uns et les autres. C'est une personne qui est en mouvement permanent. Mais ça n'est pas parce qu'elle est en mouvement permanent qu'elle va être forcément efficace. Parce qu'il y a une nuance entre être actif et d'être hyperactif et à un moment donné se déborder de quelque chose. Et on finit par se déborder et se noyer dans un verre d'eau comme on dit, ce qui n'est pas bien non plus en réalité. Donc hyperactif, ça ne veut pas forcément dire efficace. Ça ne veut pas forcément dire efficace et parfois la personne hyperactive manque peut-être un petit peu de recul, un petit peu de profondeur parce qu'elle n'a justement pas le temps d'être dans quelque chose de plus stable. Et quelqu'un qui est hyperactif peut l'être à tous les niveaux, c'est-à-dire elle va être hyperactive au boulot, elle va s'agiter, elle a tout le temps un train d'avance sur les autres, mais elle va être également hyperactive dans sa vie privée, c'est-à-dire elle va faire plein de choses dans le week-end, dans les soirées, enfin, il n'y a jamais véritablement de pause chez l'hyperactif. Alors, est-ce que ça a des avantages, des inconvénients, par exemple, dans la profession d'être hyperactif ? Alors, je ne sais pas s'il y a des avantages, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise quand même que moi je côtoie, et aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, qui sont hyperactifs. Parce que je pense que l'hyperactivité, on pourrait presque dire que c'est une mode.
Ah, c'est une mode, hein, de courir, d'avoir ses baskets, d'avoir une montre branchée, de tout le temps être branché, etc. Et donc, c'est un peu le propre du dirigeant qui fait plein de choses, mais qui, et je le répète, et c'est pour ça souvent que les gens consultent, ben, peut-être qu'il les fait, mais qu'il enchaîne une chose après l'autre et que ça devient inopérant à un moment donné. Mhm, bien sûr. Mais ça peut être vecteur de motivation, par exemple. Mais ça peut être un vecteur de motivation et il peut y avoir évidemment des points forts aussi hein, dans cette hyperactivité. C'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui peut par exemple être un bon coach d'une équipe. Vous voyez par exemple une équipe de sportifs, de mettre un coach hyperactif, d'ailleurs souvent le coach va l'être, c'est un plus. Parce qu'il va être tonique et il va transmettre la tonicité aux autres. Mais il ne faut pas non plus qu'il les fatigue. L'hyperactivité, c'est plus les hommes, plus les femmes en général? Alors, je pense que dans cette particularité-là, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Je pense qu'on a des femmes hyperactives, des hommes hyperactifs, il y a un peu des deux. Et on se fatigue avec le temps à être hyperactif? Oui, je pense que l'hyperactif va finir par se calmer avec le temps. Hein. C'est un peu normal, il aura moins d'énergie, etc. Et côté sexuel, là aussi, on en veut toujours plus? Oui, alors l'homme hyperactif, là encore, peut être éjaculateur prématuré, parce qu'il n'a jamais le temps. Hein. Moi, souvent, les éjaculateurs prématurés me disent bah oui, ça va vite, mais si je leur pose la question, et dans votre vie en général, bah, ils font des préliminaires rapides, ils font l'amour rapide, quand c'est fini, ils sautent de leur lit, ils vont aller manger un morceau de jambon dans le frigidaire, ça va beaucoup agacer leur partenaire. Hein. C'est pas forcément agréable. Et une personnalité hyperactive, ça se calme, ça se gère? Oui, ça se calme, ça se gère. Et je voudrais dire quelque chose à propos du terme burn-out. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ce terme burn-out en ce moment. Il faut se dire qu'à force d'être dans l'axe, vous savez, de l'hyperactif, à un moment donné, je suis agitée, et à un moment donné, je suis tellement agitée et je fais tellement de choses que je fais un burn-out. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous disais que ça fonctionne en élastique, c'est-à-dire que l'élastique du côté de l'hyperactivité va s'arracher. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va partir très fort dans l'opposé, c'est-à-dire dans la dépression, et c'est là où on va avoir le burn-out. C'est-à-dire que quelqu'un va me dire ben, « je n'ai pas pu me lever un matin ». C'est-à-dire que ça se fait, je coupe l'élastique du côté de l'activité et je fonce vers plus que la dépression. Je fonce vers ben, je me suis brûlée de l'intérieur, quoi. D'où l'importance justement de prévenir tout ça. D'où l'importance de prévenir tout ça et d'avoir une possibilité de consulter. Hein, parce qu'on a effectivement des hyperactifs en consultation. Moi, je conseille souvent de faire des activités sportives, d'aller courir, d'apprendre à gérer le stress. Mais également, alors ce que je dis aux hyperactifs après la séance, c'est de dire est-ce que vous êtes capable de prendre une petite demi-heure ou une petite heure pour vous en sortant de la séance pour assimiler ce que nous avons dit et ce que nous avons vécu? Et qu'est-ce qu'ils me disent généralement d'après vous? Ben non, ils me disent non, oh là, je suis déjà en retard, j'ai une réunion là. C'est l'hyperactif. Eh oui. On va donc passer à la personnalité dépressive. Alors là, d'emblée, il faut dire qu'il y a plusieurs types de dépression. Voilà, donc il faut se dire que globalement, parce que c'est très compliqué de savoir qu'est-ce que c'est qu'une dépression. Là encore, ça mériterait des heures et des heures de formation pour le comprendre. Globalement, on pourrait dire qu'il y a ce que l'on appelle la dépression endogène et la dépression exogène. Donc la dépression endogène, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est déprimé, peut-être qu'il est venu au monde déprimé. Peut-être que sa mère était déprimée, et ça je tiens à le souligner, une maman par exemple déprimée et qui regarde avec tristesse son petit bébé qui se trouve dans le berceau en se disant « Oh mon pauvre petit bébé, tu es venu dans un monde terrible, je me demande si j'ai bien fait de te mettre au monde, etc. » va impacter dans le regard cette tristesse à ce petit nouveau-né. Eh oui, c'est fou ça. Et donc c'est une dépression que l'enfant peut ensuite traîner et être endogène. Et qu'est-ce que c'est qu'une dépression exogène? C'est lorsque la provocation de la dépression vient de l'extérieur.
Par exemple, un deuil, un accident, un chagrin d'amour, par exemple. Hein. Cela provoque une dépression exogène que l'on ne va pas traiter du tout de la même manière. Et une personnalité dépressive, peu importe le type de dépression, Oui. ça se détecte tout de suite, au premier regard? Alors ça se détecte, oui, et puis elle va très vite dire qu'elle n'est pas bien, qu'elle est triste. Il y a également une notion de culpabilité. Et la personne dépressive a beaucoup de culpabilité en elle. Elle a un mal-être, elle a une perte ou un manque d'énergie qui existe depuis très longtemps. Alors oui, ça va se voir parce qu'elle a un petit côté apathique, un petit côté loser, vous voyez, un petit côté malheureux. Elle est habillée un peu triste, elle est un peu voilà, ça se détecte assez facilement. D'accord. Au travail, on peut travailler quand on est dépressif? Alors, on peut travailler, bien sûr, quand on est dépressif, on peut travailler, d'ailleurs, voilà, on lui reprochera peut-être un manque d'agressivité. On ne va pas mettre un dépressif à un poste commercial, par exemple. Hein, parce qu'il va déprimer tout le monde. C'est une personne qui a un peu une attitude de repli. Mais par contre, le dépressif, s'il est dans son coin, s'il a un travail intellectuel, où il est dans son coin, où il peut gérer son rythme, etc., ça va très bien lui convenir. Alors je dis intellectuel, mais je pense aussi à un travail manuel. Par exemple, un artiste peut être tranquillement dépressif. Et oui. D'ailleurs exprimer sa dépression au travers de son art. Les artistes sont souvent des gens très tourmentés. Souvent des gens très tourmentés et très dépressifs, oui. Oui, et puis on a vu beaucoup d'artistes qui ont choisi par eux-mêmes de quitter ce monde. Oui. Le suicide, c'est l'une des caractéristiques malheureusement des gens dépressifs. Voilà, alors bien sûr, un dépressif n'est pas forcément quelqu'un qui va se suicider. Alors là aussi, on pourrait faire à un moment donné une vidéo sur tout ce qui est suicide, tentative de suicide. Donc ça n'est pas une personne, ça il faut le comprendre, ça n'est pas parce que la personne est dépressive qu'elle va se suicider. Mais ça n'est pas parce qu'elle est dépressive qu'elle ne va pas se suicider. Hein, donc il faut quand même être assez vigilant et ne pas jouer avec le feu avec les dépressifs. Les dépressifs, on en parle au masculin, mais il y a évidemment des femmes aussi qui sont dépressives. Absolument. Et je pense que ça n'est pas typique des hommes ou des femmes, c'est un petit peu la même chose. Avec deux périodes particulièrement plus marquées et potentiellement un peu plus dangereuses. Et notamment dangereuses par rapport à ce qu'on disait précédemment au niveau du risque suicidaire. Il y a deux époques de notre vie qui sont dangereuses, c'est l'adolescence et la vieillesse. Vous savez très bien, il y a des adolescents qui se suicident. Hein, et ce sont parfois des actes comme ça, irréfléchis, c'est tragique. Et il y a également des personnes plus âgées qui vont se suicider. Donc ce sont les deux tranches les plus à surveiller, on va dire. Un petit mot sur l'activité sexuelle quand on est dépressif? C'est une activité sexuelle généralement faible. C'est là où on va trouver des troubles de la libido, des manques de désir. Et puis d'ailleurs, ils sont dépressifs. Ils ne sont pas dans la séduction, vous voyez. Ils ne vont pas être attirés ou être attirants. Donc ce sont souvent des gens qui ont une activité faible. Alors, les personnalités dépressives ne le restent pas forcément tout au long de leur vie. On peut être là pour leur remonter le moral. Alors déjà, l'entourage peut être là pour leur remonter le moral. Alors bien sûr, ce n'est pas très agréable d'avoir un mari dépressif et de l'avoir tout le temps dépressif. On va lui remonter à un moment donné le moral, mais à un moment donné, on va lui remonter les bretelles aussi. Et c'est ça qui est intéressant d'aller voir, de consulter un psy, de se dire, mais finalement, cette dépression, c'est quoi ? Est-ce que c'est vraiment endogène, on n'arrive pas à s'en sortir? Est-ce que c'est une dépression tellement grave qu'il vaut mieux consulter un bon psychiatre, un psychiatre de ville, et se traiter? Parce que c'est vrai qu'il existe des médicaments que l'on appelle antidépresseurs, tout le monde les connaît, et c'est important de les utiliser lorsqu'on en a besoin. Moi, je ne suis pas un psy qui est contre les antidépresseurs. Je trouve que c'est une bêtise. Et puis après, le dépressif peut faire une thérapie. Ça lui réussit bien. Ou on peut un peu le booster quand même. Hein. On va le booster et on va le rendre peut-être un peu plus actif, un peu plus motivé. Moi, je pense que c'est fort possible. Très bien, merci. Tout ça est très encourageant. Merci Chantal. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et pour notre tour de la roue des personnalités. Avec plaisir, à bientôt.